Merci beaucoup pour votre invitation. J'étais ravi de venir parce que je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment le bon moment pour organiser ce type de colloque. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a une constante dans l'histoire de l'industrie informatique, je parle spécifiquement de l'industrie ici, qui est d'avoir une succession de colosses au pied d'argile qui s'écroulent les uns après les autres à chaque tournant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un colosse au pied d'argile qui s'effondre? C'est une entreprise technologique, une entreprise qui maîtrise extrêmement bien une technique, par exemple la technique de la bougie, et puis ils font les meilleures bougies du monde, à tel point qu'ils arrivent à absorber toutes les autres entreprises qui font des bougies, toutes les usines de bougies, c'est devenu un monopole de la bougie, mais ils ne voient pas qu'à côté, il y a une nouvelle technologie qui est en train d'apparaître, et qui fait qu'en quelques années ou en quelques mois parfois, eh bien, tout d'un coup, toc, il n'y a plus besoin de bougies. Et donc, on a besoin d'autre chose. Et il y a une autre entreprise qui devient le nouveau colosse. Donc, il y a un certain nombre d'événements dans l'histoire, mais les plus importants sont IBM, qui maîtrisait complètement la technologie de la fabrication des ordinateurs, et qui ne se rendaient pas compte que le logiciel prenait une certaine importance, au tel point que IBM a délégué l'écriture du logiciel pour ses ordinateurs à une petite entreprise dont personne n'avait jamais entendu parler, qui s'appelait Microsoft. Et puis IBM a complètement disparu. IBM a fini par revendre pour une bouchée de pain ses usines de fabrication d'ordinateurs, parce que ça n'avait plus aucune valeur. Alors Microsoft, du coup, était le roi du monde, parce que Microsoft avait compris que ce qui était important, c'était le logiciel, en particulier les systèmes d'exploitation et les logiciels de bureautique. Mais il y a un petit truc qui s'est passé, il y a un réseau qui s'appelle Internet, et sur ce réseau, il y a eu un autre réseau d'information qui s'appelle le web, et il y a une entreprise qui s'est mise à maîtriser les technologies du web, en particulier les technologies des moteurs de recherche, et Microsoft a complètement disparu au profit de Google. Alors pour Google, le web était un objet essentiellement asymétrique. Il y avait des gens qui mettaient des informations sur le web, qui étaient peu nombreux, des gens qui accédaient aux informations sur le web. Et Google n'a pas vu qu'une autre technologie était en train d'apparaître, qui était le web symétrique, ce qu'on appelle le web 2.0 ou les réseaux sociaux. Enfin, ça a plein de noms, mais c'est l'idée que chacun peut mettre des informations sur le web et chacun peut récupérer des informations sur le web. Et c'est une autre entreprise qui a complètement marginalisé Google et qui s'appelle Facebook. Alors bien sûr, IBM, Microsoft et Google n'ont pas disparu. Vous pouvez toujours acheter des actions si vous voulez. Mais voilà, c'est des entreprises qui ne sont plus au cœur de l'innovation, même si certaines ont réussi à rebondir. Par exemple, Google a relativement bien rebondi sur la technologie de Microsoft, en fait, qui était celle des systèmes d'exploitation. Donc on peut se poser la question, quel est le prochain tournant? Voilà, après le tournant du logiciel, après le tournant du web, après le tournant du web symétrique, quel est le prochain tournant? Et bien entendu, il est difficile de répondre à la question parce que le futur est par essence ouvert. Donc le prochain tournant sera essentiellement celui que nous déciderons de faire. Alors nous, pas uniquement les gens qui sont dans cette salle, même si vous avez chacun et chacune une part dans cette décision, mais l'humanité globalement va décider quel sera le prochain tournant. Alors cependant, on peut essayer de faire des scénarios, on peut essayer de faire des pronostics en disant qu'on a toujours une grande probabilité de se tromper. Et une manière de faire de la prospective, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans le modèle des entreprises qui dominent le marché? Alors il y a un certain nombre de choses qui rendent les utilisateurs pas contents et les comités d'éthique moins contents encore. C'est par exemple le fait que ces entreprises sont fondées sur un modèle d'organisation de leurs profits qui est fondé sur la collecte, l'exploitation et la revente des données personnelles de leurs usagers. Donc par exemple, peut-être si vous avez un compte Facebook, bien vos données ont été revendues à Cambridge Analytica, qui les a revendues on ne sait à qui les a revendues à Trump, qui les a utilisées pour vous harceler, et c'est pour ça que vous avez voté républicain. Bon, peut-être vous n'avez pas voté aux élections américaines, mais ça concerne un certain nombre de gens. Voilà, donc ça c'est un aspect dont on peut se poser la question de savoir si il est tout à fait en accord avec les valeurs que nous voulons défendre. Une autre chose que nous voyons est que c'est dans le modèle actuel, les bobards se propagent. Donc vous dites n'importe quoi, puis il y a toujours des gens pour le répéter, et ça fait une réaction en chaîne, et n'importe qui croit n'importe quoi, et comme on l'a vu sur le net, c'est forcément vrai. Bon. Donc ça pose un certain nombre de problèmes à ceux qui mettent parmi les vertus cardinales, parmi les valeurs, le respect de la vérité. Il n'y a pas que des mensonges, il y a aussi des injures.
Et donc, on s'aperçoit que les réseaux aujourd'hui sont le meilleur moyen de harceler une personne, de diffamer une personne, de tenir des propos haineux. Et donc, on a de nombreux exemples de ça. Et alors, les entreprises qui organisent ces réseaux sociaux, par exemple Facebook, sont complètement incapables de stopper, d'interrompre. Il se pose même la question de savoir si ça serait souhaitable, les propos haineux. Donc vous pouvez recevoir jusqu'à 2000 messages par minute qui vous proposent de vous couper en morceaux. Et puis Facebook dit, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre, est-ce que ça relève de la liberté d'expression ou non. Bon, voilà. Il y a une nouvelle possibilité qui est la possibilité d'accuser sans preuve. Voilà, donc il y a une personne qui, ou bien vous a véritablement agressé, ou bien vous croyez avoir été agressé, ou bien vous pensez ne pas avoir été agressé, mais vous voulez juste lui nuire. Il vous suffit de porter une accusation. D'ailleurs, la plupart du temps, vous dites, mais je ne vais pas porter plainte par ailleurs, puisque cette personne est clouée au pilori sans aucune preuve. Voilà, donc si les vertus, les valeurs que vous cherchez à défendre sont le respect de la vie privée, le libre choix, la liberté de choix, ce qu'on peut appeler l'autonomie également, le respect de la vérité, le respect de la paix, c'est-à-dire de laisser des gens en paix, de ne pas les harceler, de ne pas les injurier, mais également le fait de déléguer la justice à la justice, c'est-à-dire que si vous vous pensez victime d'une agression, eh bien vous devez porter plainte et c'est à un juge et à un jury de décider si vous avez été victime d'une agression ou non et pas à vous, parce que ça c'est la différence entre en gros la justice et la vengeance. Eh bien, vous voyez que le système actuel n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc, les utilisateurs ne sont pas contents, les comités d'éthique pensent que ça ne va pas, et même les pionniers du web disent « mais c'est pas du tout ça qu'on voulait faire avec le web, on avait l'idée d'un espace ouvert, libertaire, bienveillant, fondé sur le partage et la gratuité, etc. » Bon, c'est pas tout à fait vers ce monde que le web a évolué. Donc, on peut dire que nous prenons conscience, et peut-être un peu tardivement, et là les informaticiens qui sont dans la salle doivent tous faire leur mea culpa et battre leur culpa, nous prenons conscience peut-être un peu tardivement que l'informatique nous a donné de grands pouvoirs, et que, comme vous le savez, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Vous savez, qui a dit de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités? C'est Spider-Man. Spider-Man. Ah, Superman l'a dit avant? Ah d'accord, bon, donc il y a une petite querelle d'antériorité entre Superman et Spider-Man. Oui, et Claude aussi, également. Voilà, et alors, pourquoi, en fait, quand Donald Knuth écrivait Searching and Sorting, il n'y avait pas du tout ces préoccupations. On avait l'idée qu'il y avait un tableau de 27 nombres et qu'il fallait les trier dans l'ordre croissant. Et que pour ça, il fallait développer des algorithmes. Et on ne se posait pas la question, est-ce que utiliser tel algorithme ou tel algorithme va vraiment changer la manière, les valeurs qui nous animent? Est-ce que ces algorithmes sont compatibles avec nos valeurs? En fait, on a un petit peu du mal à se mettre dans les chaussures de Knuth pour se dire... En fait, comment est-ce que ça se fait que dans les années 60, quand on a développé ces algorithmes de tri, donc qui sont des algorithmes de traitement de données, on n'a pas eu conscience du fait que si on était capable de trier un tableau de 20 nombres dans l'ordre croissant, on était aussi capable de trier une base de données de 5 milliards de personnes pour y retrouver des informations. Voilà, on n'avait pas pris conscience, et maintenant, on en prend conscience. Et donc ça m'amène à une hypothèse qui, comme toutes les hypothèses, sera peut-être avérée, peut-être pas, qui est que le prochain tournant, après celui du logiciel, après celui des réseaux, après celui du web, après celui du web symétrique, etc., sera le tournant de l'éthique. C'est-à-dire les entreprises qui, aujourd'hui, maîtrisent, comprennent les questions éthiques, eh bien, seront celles qui vont remplacer les colosses au pied d'argile qui sont aujourd'hui totalement incapables de se saisir des questions d'éthique. Donc, ils font tous les efforts qu'ils veulent. Ils n'y arrivent absolument pas. De la même manière que quand vous étiez ingénieur chez IBM, il était impossible d'imaginer, ça dépassait votre entendement, qu'un jour le logiciel sera plus important que le matériel. Il y avait peut-être des gens qui vous le disaient, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent faire des comités d'éthique, des cours suprêmes, blablabla, etc. En fait, ils ne changent pas fondamentalement leur mode de fonctionnement qui est par exemple fondé sur la collecte, l'exploitation et la revente des données. Et donc mettre un comité d'éthique au-dessus de ça ou une cour suprême au-dessus de ça, ça ne sert à rien. En revanche, ce sont les entreprises qui vont inventer des nouvelles organisations qui, elles, vont arriver à supplanter les grosses entreprises d'aujourd'hui. L'exemple de ça, c'est Quant.
honnêtement, quand vous utilisez le moteur de recherche de Quant, ce qui est mon cas tous les jours, bien, il n'a aucune valeur ajoutée par rapport à Google Search. Je veux dire, Google Search marche beaucoup mieux. Bon. Cependant, je préfère utiliser Quant parce que je perds, certes, un petit peu d'efficacité, mais je gagne énormément de liberté. Et donc, il s'avère que je ne suis pas prêt à vendre ma liberté pour quelques secondes ou quelques résultats dans la classification des requêtes que je fais sur le web, et donc je suis prêt à utiliser Quant plutôt que Google. Ce n'est pas la qualité technique de Quant qui m'attire, c'est leur qualité éthique. Et pour moi, ces qualités éthiques sont aujourd'hui supérieures au fait que Google marche un peu mieux que Quant. Alors, une question qui se pose, c'est en quoi ça nous concerne comme chercheurs, puisque j'ai beaucoup insisté sur les modèles économiques, sur l'aspect industriel, mais je crois que les questions de recherche sont complètement au centre de ces questions, puisque toujours dans les questions d'innovation industrielle, les questions de recherche sont juste derrière. Alors, il y a au moins 4 raisons qui font qu'en tant que chercheurs, nous devons être concernés par ces questions. La première, c'est que ces questions d'éthique posent de nouveaux problèmes de recherche, et des problèmes de recherche qui sont loin d'être simples. Par exemple, quel protocole utiliser ne serait-ce que dans une communication entre 2 personnes pour complètement garantir la privacy, le respect de la vie privée de ces personnes. Est-ce qu'il faut chiffrer les données? Est-ce qu'il faut les chiffrer avec une clé de 64 bits, avec une clé de 128 bits, etc. Ça, c'est des questions extrêmement difficiles. Et c'est encore plus difficile, par exemple, quand vous avez une base de données de faits médicaux, et que, donc bien entendu, si vous voulez utiliser cette base de données dans un cadre éthique, vous allez dire qu'il faut anonymiser les données, c'est-à-dire, mais vous voyez que si vous retirez juste le nom de famille du patient, vous n'avez rien anonymisé du tout. Par exemple, si je vous parle juste, je ne vais pas vous donner son nom de famille, je vais juste vous parler d'un compositeur autrichien qui est né en 1756 et qui est mort en 1891. Oui, non, pardon, en 1791, cette fois je vais y arriver. Voilà, bon, en fait, j'ai oublié de vous dire, je vais quand même vous garder son prénom, il s'appelait Wolfgang Amadeus. Vous voyez, le fait que je vous donne son nom de famille ou pas ne change pas grand-chose. Et en fait, le seul moyen de vraiment anonymiser un dossier, c'est de tout retirer. D'accord ? Puisque vous savez que si vous avez juste la date de naissance, si vous me donnez juste votre date de naissance et votre code postal, je peux vous réidentifier quasiment. C'est pas compliqué à comprendre. Il y a 30 000 dates de naissance, en gros, pour les gens vivants. Il y a 100 000 codes postaux. Vous multipliez les deux, ça fait 3 milliards, c'est ça ? Oui. Bon, je ne sais plus. Enfin, vous pouvez faire la multiplication par vous-même. Et donc... C'est ça, 3 milliards, oui. Oui. Bon, voilà. Et donc, comme il y a moins de 3 milliards de Français, eh bien, la plupart de ces combinaisons ne sont pas utilisées, et celles qui sont utilisées une fois. Et puis, il y a quelques-unes qui sont utilisées 2 fois ou plus. Donc, anonymiser des données, c'est un problème extrêmement difficile. Il y a des chercheurs qui travaillent toute la journée là-dessus. Les protocoles de vote électronique, je ne sais pas, peut-être dans un dîner, vous allez dire si vous êtes pour ou contre le vote électronique. C'est une question extrêmement complexe de savoir comment organiser le vote électronique de manière à ce qu'il soit efficace et sûr. Une question aussi, comment détecter des propos haineux? Est-ce qu'on peut faire un algorithme qui détecte des propos haineux? Oui. Est-ce qu'il faut tous les interdire? Par exemple, si vous avez une page sur l'histoire des propos haineux, eh bien, vraisemblablement, vous aurez des exemples de propos haineux dans cette page, mais il ne faut pas forcément l'interdire. Oui, donc c'est des questions extrêmement complexes. Alors, Deuxième raison, c'est que les recherches que nous menons peuvent être utilisées pour le bien comme pour le mal, et c'est notre responsabilité qu'elles soient utilisées pour le bien. Alors c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que vous savez que les mêmes recherches peuvent mener au meilleur comme au pire, mais les mêmes recherches, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire des recherches juste sur la base du fait qu'elles peuvent être utilisées négativement. Donc par exemple, ce sont les mêmes algorithmes de reconnaissance d'images qui permettent d'analyser des radios et de repérer des fractures, des tumeurs, etc., avec une meilleure précision que les radiologues, mais c'est les mêmes algorithmes qui permettent la surveillance de masse dont on parlait dans certains pays du monde. Donc est-ce qu'il faut développer ces algorithmes ou non? Alors la réponse est bien sûr que oui, il faut les développer. Est-ce que les chercheurs ont moyen de s'assurer que ces algorithmes ne seront jamais utilisés pour le mal? Bien sûr que non, ils n'en ont pas les moyens, mais en revanche, ils ont la responsabilité d'être conscients de ça. Et on se dit, mais quel est l'intérêt d'être conscient du fait qu'on peut faire le mal si, de toute façon, il va être fait?
Eh bien, c'est parce que, en faisant ça, on transmet à ses doctorants, on transmet à ses étudiants une sensibilité à ces valeurs. Et peut-être que les doctorants, un jour, quand on va leur dire, eh bien, on va utiliser des super algorithmes pour la surveillance de masse, ils ne vont pas dire, ah bah super, je suis un spécialiste de ces algorithmes, mais ils vont eux-mêmes se poser la question, une fois qu'ils seront dans une entreprise, dans un cadre opérationnel, ils vont eux-mêmes avoir une sensibilité à ces questions éthiques. Et pourquoi? C'est parce que quand ils étaient étudiants, on les a sensibilisés à ces questions. Un autre point important, c'est que en tant que chercheurs, nous avons les moyens de comprendre avant tout le monde. Voilà. Et donc, il y a un petit peu d'hubris à dire « nous comprenons les choses mieux que les autres ». Mais par exemple, je pense que nous comprenons mieux ce qu'est un algorithme que les gens qui écrivent « algorithme » avec un Y, comme c'est le cas à l'Institut des maladies génétiques. Vous avez reçu comme moi le programme. Donc, voilà. Donc, sans vouloir jeter la pierre à personne, une question éthique qui se pose aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des véhicules autonomes, est de savoir si nous devons utiliser des algorithmes d'apprentissage supervisés ou si nous pouvons aussi utiliser des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Ça, c'est une vraie question éthique. Malheureusement, quand vous allez discuter de ces questions dans un lycée, mais aussi dans certaines entreprises, les questions éthiques qui se posent, c'est les questions que les lycéens ou les personnes que vous avez en face de vous posent, c'est est-ce que la machine va dépasser l'homme et quand est-ce qu'elle va devenir plus intelligente et nous asservir ? Et alors on dit non, c'est pas ça la question importante, la question c'est est-ce qu'on peut aussi utiliser des algorithmes d'apprentissage par renforcement ? Et vous voyez qu'on a déjà dans la manière de poser les questions, dans le cadre dans lequel on réfléchit, dans les informations dont on dispose, énormément d'avance sur le reste de la population. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour dire, et c'est exactement pour dire le contraire de ce que je vais dire maintenant, c'est pas pour dire c'est aux chercheurs de prendre toutes les décisions parce que ce sont les seuls à comprendre des choses, mais c'est pour dire qu'au contraire, les chercheurs ont un devoir de partage, et donc ces informations, il faut les partager avec tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse prendre une décision ensemble, de manière collective et de manière démocratique, mais en étant informé, c'est-à-dire que la décision soit fondée sur les meilleurs résultats de la recherche, sur la manière dont les chercheurs comprennent les choses. C'est pour ça qu'il est tout aussi important de venir parler dans des colloques très prestigieux comme celui-ci que d'aller parler dans les écoles maternelles. Vous ne perdez pas votre temps quand vous allez parler dans les écoles maternelles. Vous dites « Ah, j'aurais mieux aimé être invité à l'Académie des sciences morales et politiques ». Mais non. Ce qui est important, ce n'est pas d'aller parler à l'Académie des sciences morales et politiques, c'est important aussi, mais c'est d'aller parler dans les écoles primaires, c'est d'aller parler dans les lycées, c'est d'éveiller la conscience de chacun des citoyens et non pas seulement celle d'un petit groupe qui réfléchit de toute façon déjà à ces questions. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister sur l'importance pour nous de nous saisir de ces questions, c'est que l'évolution des techniques, donc les évolutions que nous portons, amènent à transformer assez profondément les questions éthiques elles-mêmes. C'est-à-dire les questions éthiques ne sont pas un cadre qui aurait été défini par Kant ou par Elisabeth Anscombe et qui maintenant devrait être appliqué aux questions informatiques. Et donc là, je suis content de commencer un troll avec mon ami Alexei. Donc il n'y a pas un cadre prédéterminé pour l'éthique dans lequel les problèmes que nous discutons aujourd'hui se posent, mais les problèmes que nous posons changent le cadre lui-même. Et je vais vous donner un exemple là-dessus, puis Alexei va vous expliquer pourquoi j'ai complètement tort. Si vous lisez le code de la route, il est dit que le conducteur d'un véhicule est responsable des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule. Vous voyez, il y a deux mots qui m'intéressent ici, c'est le mot conducteur et le mot responsable. Et la phrase, essentiellement, c'est de dire le conducteur est responsable. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le conducteur est un algorithme ? Quand vous avez un véhicule autonome, celui qui conduit la voiture, c'est un algorithme. Donc, le conducteur, ici, ne désigne pas une personne, mais un algorithme. Est-ce que l'algorithme est responsable des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule ? C'est compliqué, ça, parce que si vous voulez donner une responsabilité à un algorithme, il faut d'abord lui donner de personnalité juridique, et ça pose un certain, ou au moins une personnalité morale, et ça pose un certain problème d'attribuer une responsabilité morale ou une responsabilité juridique à un algorithme. Et ça nous amène à nous poser la question, mais à quoi sert la notion de responsabilité ? La notion de responsabilité, on avait un modèle extrêmement simple où il y avait des gens qui conduisaient des voitures et ces gens étaient responsables ou pas responsables. Et puis tout d'un coup, on se dit, ou partiellement responsables avec un certain pourcentage de responsabilité, une certaine fraction de responsabilité. Et tout d'un coup, on se dit, alors les conducteurs, c'est plus forcément des gens. Et la notion de responsabilité n'a pas l'air de s'appliquer aux conducteurs quand c'est des algorithmes. Et finalement, à quoi sert la notion de responsabilité ?
Alors j'ai trouvé pour vous à quoi sert la notion de responsabilité. Elle sert à deux choses. La première, c'est à indemniser les victimes. Et donc ça reste important que des victimes d'un accident de la route causé par un algorithme soient indemnisées. Bien, donc pour ça, on va dire, on a besoin d'une notion qui ressemble à la responsabilité. Alors, elle peut s'appliquer à des algorithmes et ne pas être la notion de responsabilité, puisque attribuer une responsabilité des algorithmes pose un certain nombre de problèmes. Donc on va dire que c'est une pseudo-responsabilité. Ou alors on peut dire que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, du constructeur de la voiture, de l'informaticien, etc. Mais aussi, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a besoin de la notion de responsabilité. Il y a le fait d'attribuer la responsabilité morale ou juridique d'un accident à un conducteur en état d'ivresse incite à ne pas conduire en état d'ivresse. Quand je dis incite, j'insiste bien sur le fait que c'est une incitation, qu'après, certains y répondent, d'autres non. Mais globalement, les gens y répondent plutôt. Il y a plutôt moins de gens qui conduisent en état d'ivresse si on décide qu'ils sont responsables des accidents qu'ils créent que si on décide que pas du tout. Donc ça ne marche pas à 100%, mais ça marche un peu quand même. Et là, on se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'un algorithme crée un accident? Et là, je vais vous révéler une donnée technique extrêmement importante, c'est que quand un algorithme crée un accident, ce n'est pas parce qu'il est ivre. C'est parce qu'il est buggé. Et quand un algorithme est buggé, ça ne sert à rien de lui mettre une amende ou de le mettre en prison. En fait, vous pouvez mettre un algorithme dans une cellule de 9 mètres carrés, et il est tout aussi heureux qu'avant, parce que la question du bonheur ne se pose pas pour lui. Donc, ça ne sert à rien de le mettre en prison. Vous ne pouvez pas le dissoudre. Vous pouvez dissoudre une entreprise, vous ne pouvez pas dissoudre un algorithme. Même dans l'acide, les algorithmes ne se dissolvent pas. Et donc toute l'idée de responsabilité morale, de responsabilité juridique, de sanction ne s'applique pas du tout ici à un algorithme. En revanche, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'à côté de l'indemnisation des victimes, il faut corriger le bug qui a créé l'accident. Et vous voyez, on est dans un cadre éthique tout à fait différent. Dans le cas d'un conducteur, on ne pense pas qu'on puisse débugger les êtres humains. Les êtres humains resteront buggés pour l'éternité. Vous voyez, les êtres humains sont buggés par construction. On leur dit « il ne faut pas boire », ils boivent quand même. Oui, bon, on n'y peut rien. Bon. Bah, en revanche, on peut leur faire peur, on leur dire « attention, si tu bois, tu vas aller en prison », ou « si tu bois, tu vas être moralement responsable de l'accident que tu as créé », et là, on peut influencer leur comportement. Les algorithmes, c'est complètement différent. Vous ne pouvez pas les influencer en les menaçant, en les rendant responsables, en leur insufflant un sentiment de culpabilité quand ils créent un accident. En revanche, vous pouvez les débugger quand il y a une erreur, vous avez fait if then else, vous avez confondu le then et le else, vous pouvez le permuter, et puis à ce moment-là, l'algorithme n'est plus buggé. Et donc, la manière de désinciter l'algorithme au crime est tout à fait différente de celle de désinciter un être humain. Et ça peut nous amener à l'idée que la notion de responsabilité, finalement, ne sert à rien. Attribuer une responsabilité à un algorithme ne sert à rien. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de débugger l'algorithme quand l'algorithme a créé un accident, et pas du tout de le mettre en prison, de lui faire peur, de lui mettre une amende, de lui faire la morale, de lui faire un rappel à la loi, etc. Tout ça, ça ne sert à rien pour les algorithmes. Donc peut-être nous devons imaginer aujourd'hui une nouvelle éthique où la notion de responsabilité aurait complètement disparu. Et vous voyez que c'est notre devoir, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un demi-cran d'avance sur le reste de la population, c'est notre devoir de partager ces interrogations avec toutes et tous, et j'espère que ce colloque y contribuera. Merci.